Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Intimiste, le podcast qui vous plonge dans l'intimité des extra-humains. Ces athlètes de haut niveau, capables de performances incroyables. Alors moi je m'appelle Arnaud et je compte bien vous embarquer avec moi au cœur de ce monde méconnu. Comment vivent-ils? Comment aiment-ils? Comment pensent-ils? Comment luttent-ils? Et je pense honnêtement qu'ils en ont des choses à nous dire. Alors je vous souhaite bonne écoute et n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois une athlète incroyable. Elle est âgée de 33 ans. Elle vient tout droit du Grand Bornand. Tantôt athlète, tantôt coach. Elle se révèle au contact de la montagne. Elle fait du ski de fond, du skyrunning, du parachutisme, du parapente, du trail et j'en passe. Mais ce qu'elle aime avant tout, c'est vivre et vivre à 1000 à l'heure, avec un très large sourire. Mais qu'y a-t-il derrière cette éternelle joie de vivre d'Iris PC? Ça fait des années que je suis son parcours, de cette passionnée de montagne, de crête, de haute altitude. Et la recevoir à mon micro dès les premiers enregistrements du podcast, c'était pour moi une évidence. Son palmarès parle pour elle, avec de grandes victoires sur le circuit du skyrunning mondial, des victoires et des podiums sur la MCC lors de l'UTMB. Alors vous pouvez vous dire que généralement lorsqu'Iris prend le départ d'une course, il y a un podium derrière qui est assuré. Elle réalise aussi de très beaux challenges, comme le record de la montée aller-retour de la Pointe Percée, qui donne d'ailleurs lieu à une superbe vidéo qui a été réalisée par Glace Noire Films. Je vous mets le lien en commentaire sur YouTube, comme ça vous pourrez aller y jeter un œil. Et d'ailleurs je profite de cette occasion, je me suis également lancé sur YouTube il y a peu, dans le cadre de ce podcast. Donc si vous voulez voir les podcasts en vidéo et par conséquent voir nos trombines, c'est tout à fait possible. Vous tapez Intimiste podcast dans la barre de recherche et si le monde est bien fait, vous devriez nous trouver. Allez, revenons à Iris. Donc, il y a tellement à dire sur elle. Elle est tellement inspirante, passionnée, tellement elle-même en fait, que c'est un vrai régal d'échanger avec des personnes comme elle et c'est un véritable plaisir de la recevoir. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque je l'ai contactée pour lui proposer de venir à mon micro, elle m'a répondu « Bon, ok, Arnaud, pas de souci, mais on en parle demain parce que ce soir, je pars faire le Mont Blanc. » Ok, comme quand toi, tu dis à ton ou à ta partenaire que tu vas chercher du pain. Iris, elle est part faire le Mont Blanc, mais c'est du Iris et c'est ça qui est appréciable chez elle. Allez, je vous laisse écouter notre échange, c'est maintenant et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Iris et bienvenue dans le podcast Intimiste, comment vas-tu? Salut, écoute, ça va. C'est le déluge, donc j'ai une bonne excuse de pas être à l'entraînement là. Avant de te laisser te présenter, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est très agréable parce que je sais que tu as un agenda chargé en ce moment, un agenda chargé dans les jours à venir et j'espère véritablement que notre, enregistrement va aller au bout parce que la tempête, comme on a le sens du timing tous les 2, la tempête Benjamin, est arrivée et je t'avoue que chez moi ça vole de tous les côtés, donc j'espère qu'on pourra aller au bout de ce podcast. Iris, je te laisse te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, que nos auditeurs puissent mieux te connaître. Ouais, qui je suis, c'est large comme question. Je suis née au Grand Bornand, je faisais du ski de fond avec une maman qui me disait que je serais jamais athlète de haut niveau parce que les athlètes de haut niveau, c'est pas bien, c'est égoïste. Et du coup, j'ai vraiment pas été poussée à faire du sport. Et puis, en fait, je me suis fait prendre au jeu le ski de fond, ça se passait bien. J'avais des bons copains dans le club. Donc j'ai continué, j'ai fait le pôle espoir au lycée du Mont-Blanc en biathlon. Après, à 18 ans, j'ai arrêté le biathlon, je me suis remise au ski de fond. À 23 ans, j'ai eu une bourse pour partir aux États-Unis, donc j'ai fait ça. Et après, j'ai voulu arrêter la compétition, je suis partie vivre en Australie, parce que depuis que je suis toute petite, je rêve de kangourous. Et on m'a toujours dit, tu verras les kangourous quand tu auras les moyens de te le payer. Donc, dès que j'ai fini mes études, je suis allée au pays des kangourous. Et j'ai vécu là-bas quelques années. Et je me suis mise un peu à courir, le printemps. Quand j'étais de retour en France, je passais, avril, mai, début juin à la maison avant de retourner vivre en Australie, pour l'hiver australien, vu que les saisons sont inversées. Et heu et en fait, j'ai repris le goût à courir, à la compétition petit à petit, sans grandes ambitions. Et aujourd'hui, le la course à pied prend de plus en plus de place dans ma vie, même si c'est quelque chose que j'ai longtemps freiné. Parce que je voulais plus revenir dans un schéma d'athlète et en fait, me voilà, mais je pense que je suis bien plus équilibrée, que ce que j'étais en ski de fond l'été maintenant je fais ça à temps plein
Je continue à coacher en ligne mes athlètes, à distance et là, dans 10 jours, je retourne avec eux et je serai coach pour la Grande-Bretagne maintenant, plus pour l'Australie. Ça fait 4 ans que je suis avec eux et là, c'est une grosse année parce que c'est l'année des JO et je les suis sur la coupe du monde et les jeux olympiques. Pour en revenir un peu à ton enfance, c'était quoi la vie de famille, chez les PC? Tu m'as pas dit aussi l'environnement familial, des frères, des sœurs, c'était quoi? Ouais, bah, j'ai un frère jumeau, donc j'avais toujours, mon meilleur copain pour faire plein de bêtises dehors et j'ai 2 petites sœurs qu'on embarquait avec nous, qui nous suivaient et bah, c'est vrai qu'on habite dans un chalet au fond de la vallée, du Grand Bornand et donc on rentrait de l'école, le bus nous posait dans la vallée, il fallait remonter à pied et bah, pour remonter jusqu'à notre chalet, bah, tu passes devant les fermes, donc on s'arrêtait, faire le reblochon avec les voisins, construire une cabane, dans la rivière et des fois, bah, on rentrait quand il faisait nuit, quoi. Le bus nous posait à 16h30, 17h en bas et puis on arrivait à la maison, il était 19h30, quoi. Alors qu'il y a 200 mètres, hein, mais c'est vrai qu'on était tout le temps dehors. Mes parents sont très actifs, pas du tout compétiteurs, mais ils nous ont toujours fait faire, du ski alpin, de l'escalade, de la rando, du camping, Des fois avec mon frère, on prenait la tente, on montait sur la petite butte, dans le champ, derrière chez moi, puis on faisait du camping, à 200 mètres de la maison et on avait l'impression d'être des aventuriers et c'est vrai que c'était trop bien. On n'avait pas de télé, on avait que les cassettes, pour regarder des Disney, quand il pleuvait, 1 fois par mois. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'a jamais joué aux jeux vidéo, jamais regardé la télé, donc on faisait des arcs, des flèches, des cabanes dans les bois, on jouait, on avait une tyrolienne dans la rivière, une chèvre, un chien, voilà. Tu Une enfance as heureuse. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Tu es vraiment sur une enfance heureuse, tu gardes de bons souvenirs en tout cas de ce que tu as fait, de ce qui t'a été inculqué. Ouais, carrément et bah, on était au club des sports, on faisait du judo, on faisait de la natation, du tennis et puis le ski de fond. On Au début, on voulait pas être au club des sports, puis mon frère est rentré au ski de fond et moi j'y suis venue un peu plus tard et en fait, il y avait trop une bonne ambiance parce que c'était au Grand Bornand, tu le club de ski alpin qui est très compète, performance, très jeune et le ski de fond, c'était un peu plus, tranquille. C'était un peu le pas la colonie de vacances, mais on allait faire du ski hors piste, on faisait des sauts, enfin et ça m'a plu et du coup, je suis restée pas pour ça et puis, bah, petit à petit, en fait, j'ai commencé à bah, au début, j'étais très nulle et puis après, un jour, j'ai progressé et et je pense qu'en fait, j'avais des bonnes capacités parce que, bah, je m'entraînais beaucoup avec les garçons, donc ça allait un peu plus vite. J'étais tout le temps dehors, donc j'avais un bon foncier sans m'entraîner, mais en fait, juste de j'étais très éveillée. Enfin, je suis pas très coordonnée. Si tu me voyais faire un créneau, mon pauvre, tu me dirais: «Mon Dieu». Mais bon, j'aimais bouger, donc en fait, il suffisait de ça, je pense, pour avoir un peu passé un petit cap à l'adolescence, à un âge où, bah, les jeunes femmes, elles commencent à pas vouloir devenir trop musclées pour le sport, à avoir d'autres intérêts comme, ben, être sur leur téléphone, aller faire les magasins et compagnie. Moi, j'étais pas du tout là-dedans et du coup, bah, pour le sport, c'était bien. Mais l'objectif finalement, c'était quoi? C'était d'avancer, c'était de progresser, c'était de t'amuser, c'était de devenir une athlète à l'avenir? Il y avait un objectif précis derrière ou non? Tu allais parce que tu avais envie de profiter? Au début, j'y allais parce que j'avais envie de profiter. Quand je suis rentrée en pôle espoir, je me suis rendu compte que je pense que ça allait m'ouvrir des portes, en fait. On partait en stage. J'adorais partir en stage. On partait au plan d'Étonne, il y avait pas de réseau. Pendant une semaine, on était, dans l'Ain, dans le Jura, en Savoie. Je voyais des nouveaux endroits et je me suis vite dit, en fait, que j'avais envie de voyager via le sport et en fait, plutôt que payer mes voyages et bah, le si je performais en sport, ça allait financer le fait de découvrir d'autres cultures, tu vois? Très vite, on a fait des petites courses, en Italie et compagnie et on était tout jeunes, tu vois? Et je me disais: «Ah bah, trop bien, on va aller, faire, le plus haut col de France en skiroo». Enfin, c'était plus ce genre de choses qui me motivait que la performance elle-même, je pense. Mais je savais que du coup, pour pouvoir continuer, il fallait performer. Donc ouais. Ton enfance était heureuse, sportive, mais malgré tout, il y a eu des moments un peu compliqués pour toi où tu sembles, avoir souffert. On a pu échanger par ailleurs. Tu tu décris aussi une situation où, tu as
légèrement souffert ou peut-être beaucoup souffert, tu vas nous le dire, de ta petite taille. Tu as peut-être été, raillé, durant ta jeunesse par tes camarades et tu as aussi, perdu, ta meilleure amie, qui a été assassinée à l'âge de 11 ans. Est-ce que tu peux nous en parler et quel impact ça a eu sur ton enfance? Ouais, bah, c'est vrai que quand tu me vois aujourd'hui, je pense que les gens ont une image de la fille très sûre d'elle, très tout le temps heureuse, mais à l'adolescence, c'était pas du tout ça. J'étais ultra mal dans ma peau parce que, ben, ouais, l'adolescence, de toute façon, je pense qu'en fait, quand on parle maintenant aux adultes, tous les ados avec qui j'étais au collège, j'avais l'impression qu'ils étaient trop bien dans leur peau et en fait, tu te rends compte que non. Mais moi, c'est vrai que j'en ai souffert. Je rentrais souvent de l'école en pleurant, j'étais moquée, je me sentais un peu seule. J'avais du mal à trouver ma place, tu vois? J'étais pas dans le même, délire, de mes copines qui commençaient à sortir, fumer des cigarettes, boire des bières, s'en tirer aux garçons. Enfin, moi, j'étais complètement en décalage de tout ça et du coup, je me sentais un peu marginalisée et donc dans le sport, en fait, c'est là où j'avais ma place parce que, bah, quand je faisais ça, j'étais, bah, dans le moule du ski club, en fait, ça se passait bien mais à l'école, quand j'étais dans une petite ville à Thônes, au collège, j'étais pas une ado, «classique» entre guillemets et ça je le sentais, j'avais du retard sur ma puberté, et ouais, j'ai souffert du coup de l'assassinat de ma meilleure copine, l'affaire, Flactif, donc la tuerie qu'il y a eu au Grand Bornand et ça, quand ça s'est passé, moi j'étais partie apprendre l'anglais chez ma tante au Canada et mes parents ont essayé de me protéger en cachant, moi je comprenais pas, elle m'écrivait pas, elle répondait pas aux emails et en fait quand je suis rentrée, ils m'ont appris que, ben, elle avait disparu. Bah, à 11 ans, quand tu te retrouves avec la police à faire des tests salivaires, des tests ADN, qu'on te pose plein de questions et comment ça se fait que tu étais au Canada, que tu es parti, 2 jours avant le crime, ben, en fait, tu perds d'un coup ton innocence et j'avais du mal, en fait, c'est un deuil qui a été dur à accepter parce qu'elle serait morte d'une maladie ou d'un accident. Bah, c'est la faute de la vie, en fait, quand c'est la faute du voisin que tu connaissais, que toute la famille a été, enfin, assassinée, brûlée dans les bois, que la voiture a été cachée à l'aéroport à Genève. À 11 ans, en fait, c'est inacceptable. Enfin, à n'importe quel âge, un meurtre, c'est horrible, mais quand tu es enfant, enfin, tu devrais pas avoir à vivre ça, quoi. Mais bah, ça m'a peut-être forgé un caractère, enfin, maintenant, je sais qu'on est quand même dans un milieu, le sport outdoor, bah, on vit des décès régulièrement. J'en ai vécu un ce printemps, j'en ai vécu un l'hiver dernier, un accident de wingsuit, enfin, de très proches copains. Et je me rends compte que je réagis bien mieux que certaines de mes copines qui ont du mal à accepter le deuil et la mort. Et en fait, moi, je pense que bah, j'ai été préparée tôt et bah, aujourd'hui, j'arrive mieux à l'encaisser. C'est jamais facile, c'est jamais agréable. Mais bon, quand t'as vécu un meurtre, en fait, un accident, ça te paraît, enfin, c'est toujours horrible, mais tu sais comment tu vas réagir et que tu vas t'en remettre. Parce que si tu termines un meurtre, tu peux te remettre de n'importe quoi. Et tu as été accompagné par rapport à ça, de tes proches, ta famille ou autre? Bah, mes parents, ils étaient là, ouais, on en parlait. Moi, j'ai mis longtemps à arriver à en parler sans me mettre à pleurer, sans mais après non, j'ai pas eu de soutien psychologique parce que, bah, à l'époque, en fait, ma mère m'a proposé de voir une psy et j'ai toujours refusé. Parce que, bah, c'est une époque où, en fait, voir un psy, c'était, pour les fous, pour les gens qui allaient pas bien et moi, je refusais d'être comme ça. Avec le recul, je me dis: «Bah, c'est dommage, j'aurais peut-être fait mon deuil plus vite, j'aurais peut-être, pu gérer mieux la situation, mais bon, bah, c'est fait. J'ai appris à gérer mes émotions seule et voilà. Ça t'a forgé un caractère en tout cas, c'est évident. Oui, oui, c'est clair. Hem, tu as parlé aussi de ton rapport à la mort, là, à l'instant et c'est vrai que souvent moi j'y pense, hein, quand je te vois courir sur des crêtes, dans des zones vertigineuses, quand je te vois faire des sauts à droite à gauche, souvent je me posais cette question-là, ouais. Comment toi tu le percevais là, en plus tu as des décès de proches, récemment. Heu, Tu t'y habitues? Bah, Comment tu le vis tout ça? Et même, pour ta propre sécurité à toi? déjà la mort, enfin, quand tu mort, c'est facile, hein, c'est pour ceux qui restent que c'est compliqué. Moi, j'ai moins peur pour moi que mon frère jumeau qui fait de la wingsuit. Ça, bah, surtout l'hiver dernier quand j'ai le un de mes meilleurs copains
qui est décédé en wingsuit parce qu'il faisait le con sur une luge en wingsuit. Enfin, quelle idée. Euh, Bah après, j'ai fait pas mal de cauchemars de mon frère qui Wingsuit, pour ceux décédait. qui connaissent pas, c'est ceux qui volent avec les ailes, c'est ça? Ouais, les écureuils volants, là, la combinaison, ils se Ouais. jettent des falaises et ça porte. Euh, et moi, c'est vrai que bah, ma mère, elle a peur quand je fais de la cascade de glace, que je vais faire du ski de rando, qu'elle a peur. Elle est terrorisée des corniches. Elle a peur qu'une corniche me tombe sur la tête. Mais moi, en fait, j'y pense pas trop et j'ai l'impression de pas trop prendre de risques encore. J'essaye. Je sais que j'ai pas trop peur. J'ai quand même une notion de la peur qui est assez faible, je pense. J'ai pas de vertige, j'ai pas le vertige, j'ai pas la peur du vide. En parapente, bah, des fois, je me mets dans des situations, on me dit: «Ouais, Iris, là, c'était un peu chaud» et en fait, moi, je m'en rendais pas forcément compte. Mais ouais, j'ai plus peur pour les autres, pour, bah, ma petite sœur qui elle aussi s'est mise au parapente et qui est pas très confiante encore sur ses décos parce que, bah, elle est débutante. Bah, quand elle est là, en fait, j'ai peur parce que j'ai peur qu'elle se fasse mal et moi, j'ai déjà eu des petits accidents à atterrir dans des arbres et compagnie. Mais en fait, c'est ouais, je le ressens moins pour moi-même que pour les autres, je pense. Parapente et tu fais du parachute aussi, hein? Je fais un peu de parapente, je suis pas très forte, hein. Je fais beaucoup de marché-vol, heu et un petit peu des vols comme ça, mais je fais pas des trucs extrêmes en parapente, non. Parachute, bah, j'ai fait et j'ai mon frère vient du parachutisme et ma maman aussi et il me disait: «Non, mais le parachute, il y a pas d'accident, il y a pas d'obstacle», et en fait, à la sortie de l'avion, le bras est parti et je me suis luxé l'épaule en l'air. Donc là, ça fait beaucoup de dégâts et je me suis dit: «Tu vas pas mourir, mais c'est la merde». Et du coup, j'ai pas mal été embêtée avec ça, mais je me suis fait opérer le printemps dernier et depuis ça va mieux. Mais en fait, j'ai aucun intérêt, pour le parachute. Enfin, tout le monde dit: D'accord, OK. «Pourquoi tu fais pas du» mais en fait, ça m'intéresse pas parce que prendre un avion et sauter, ça me fait pas rêver. Enfin, je suis contente de l'avoir fait, mais je trouve que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de pour 10 minutes de chute libre, ça ouais, c'est pas mon truc. OK. Les débuts dans ta pratique, dont tu nous as parlé du ski de fond, mais à quel moment, tu as réalisé que tu avais une appétence particulière, des aptitudes à aller vers le haut niveau? Ah, en course à pied, j'ai toujours su que j'avais des capacités parce que je suis petite, légère, donc j'ai un bon rapport poids-puissance. Et quand je faisais du ski de fond, c'est souvent les kilomètres verticales à Manigo, qui était support de la Coupe de France de KV. Et j'étais souvent sur le podium sans être une coureuse. Donc je savais qu'en fait, en kilomètres vertical, je m'en sortais bien. Mais ça m'intéressait pas, j'avais rien à prouver. Mon truc, c'était le ski de fond. Et après, du coup, je suis partie faire mes études, je suis partie en Australie et compagnie. Et après, donc j'ai accompagné mon conjoint de l'époque au JO en Corée, Sochi. Non, pas Sochi, Pyeongchang. Et lui, il voulait se lancer des défis, il a voulu se mettre à courir. Et je l'ai suivi et en fait, moi, ça a marché. Derrière, j'ai été recrutée par un club, j'ai d'abord refusé. Et puis, c'est les copines du club avec qui je faisais du ski de fond avant qui m'ont dit: «Non, mais viens sur les championnats de France et compagnie». Et j'ai fait 8e des championnats de France. Alors je me disais: «Ouais, c'est pas un podium, c'est nul, machin». Non, j'ai même fait 6e, je crois. Et en fait, tout le monde me dit: «Non, mais 6e des championnats de France de course en montagne, Iris, c'est une des courses les plus relevées de l'année, enfin, c'est énorme», tu vois? Mais de toute façon, je retournais bosser en Australie, 2 semaines après, donc voilà. Et 2 ans après, j'ai un copain encore du ski de fond, enfin du biathlon, Hugo, qui voulait faire la Pyramenta d'été, mais avait personne avec qui la faire. Et il m'a proposé. Et lui, il était chez Scott. Et du coup, il m'a dit: «Bah, faudrait que tu sois habillé en Scott pour que voilà, l'équipe nous paye le logement et le dossard». Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée chez Scott. 2 semaines Et là, tu avant avais quel le âge, Pyram Iris? ça, c'était, je sais pas, je devais avoir 25 ans, 26 ans. Ouais, sur le tard. Et en fait, 2 semaines avant, je me suis inscrite à la Maxi Race, qui était support de coupe du monde de course en montagne. Et j'ai fait 3e pour, bah, ma première coupe du monde et je me suis dit: «Ouais, quand même, j'ai peut-être des capacités, ça vaudrait le Oui, coup quand même. que je m'entraîne un peu, quoi». Parce que je m'entraînais, en fait, quand j'entraînais mes athlètes, en australien, quand mon conjoint s'entraînait, j'allais avec lui, mais moi, j'avais pas de plan d'entraînement, pas de rien de structuré, quoi. Mais j'avais quand même des bases, avant une course, je savais que
Enfin, le classique, déblocage la veille, repos l'avant-veille, déblocage pulmonaire le mercredi. Enfin, c'était des acquis, quoi, en fait. Mmh. Oui, mais bon, moi je peux débloquer le mercredi, ça changera pas grand-chose, quoi. Oui, oui, mais en fait, je me suis entraînée toute ma vie, j'ai fait du haut niveau en ski de fond, donc en fait, la caisse, je l'avais et entre le ski de fond et la course à pied, bah, l'effort, il est pas si différent, même si la Il course y a à un pied, c'est un transfert peu. possible, ouais. Ouais, et en fait, les courses de ski de fond étaient jamais assez longues pour moi. Je suis pas explosive, je suis très endurante et à chaque fois, je faisais 10-15 kilomètres et je me disais: «Punaise, pourquoi il y a pas 5 kilomètres de plus?» Ma distance préférée en ski, c'était le 50 kilomètres classique, qui est un effort de 3 heures de temps, ce qui est, un 30 kilomètres à pied, donc en fait, ça me correspondait parfaitement. Le mouvement est pas si différent, tu enlèves juste la glisse. Donc en fait, c'était facile, quoi. Enfin, c'est pas comme si je venais de la boxe ou de la natation. Et le sport de haut niveau, du coup, donc le trail ou oui, la maxi race, c'est du trail, donc tu parles de course de montagne, mais la maxi race, c'est quand même du trail. Tu l'as, tu t'es dit: «Ben, allez, c'est parti, ça va devenir mon métier»? Non, 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 et je commence seulement à me le dire maintenant là. Ouais, non, non, en fait, au début, bah, je faisais ça en plus, j'avais des baskets gratuites, puis pareil, en fait, ça me permettait de voyager. J'allais faire la Transvulcania dans les Canaries, je restais une semaine, après, bah, j'en profitais pour, j'étais pas loin du Maroc, faire des vacances au Maroc, aller surfer. Donc ça, c'est ce qui me plaisait, mais j'ai jamais eu la prétention d'être championne du monde de trail et je pense que ça m'a protégée, ça m'a permis de pas me blesser, de pas être frustrée et en fait, je me disais: «Bah, là, je suis sur le haut de la vague, je profite de mes acquis du ski, j'en profite le plus longtemps possible, puis quand ça s'arrête, bah, ça s'arrêtera, c'est pas grave». Et en fait, je surfe cette vague depuis 5 ans et je pensais être, au sommet et puis que ça allait s'écrouler et en fait, la vague, elle tient, quoi. Donc bah, je vais continuer de la surfer, hein, c'est cool. Puis quand elle s'écroulera et c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Chapeau. Tu nous as parlé justement de ton passage en Australie. Il y a eu aussi le passage aux États-Unis. Comment ça s'est fait? Comment tu te retrouves toi, petite fille du Grand Bornand à partir faire des études aux États-Unis? Déjà pour une Française, je parlais déjà pas trop mal anglais parce que mes parents m'ont toujours poussée à voyager et vu que j'avais mon frère Oscar, c'était facile parce qu'on voyageait à 2. En fait, c'est pas comme un enfant seul qui part. Enfin, j'avais, mon meilleur copain toujours avec moi, donc c'était facile d'apprendre, de sortir de nos zones de confort parce qu'on était toujours là quand même ensemble. Et moi, je voulais aller aux JO en Russie, j'ai pas été prise et du coup, la fédé française m'a envoyée sur les mondiaux universitaires. Donc j'étais pas très contente, mais j'y suis allée. C'était pareil, en fait, ça me faisait voyager, c'était un bel événement, cool. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé une bourse pour les États-Unis. Et par contre, j'avais raté, toutes les deadlines des inscriptions et compagnie, pour, les bourses, pour l'année scolaire. Mais il m'a dit: «Non, non, mais on va faire shortcut et tout, on va pousser ton dossier, mon entraîneur va t'écrire et compagnie» et en fait, l'entraîneur m'a vraiment écrit. Je suis rentrée, j'ai dit à mes parents: «Bah, dans 3 mois, je pars vivre aux États-Unis avec un mec que j'ai rencontré la semaine dernière». Ils ont rigolé, hein, ils m'ont dit: «Ouais, c'est beau de rêver» et en fait, ça s'est fait, quoi. Et vraiment, j'ai pris la décision, j'y suis allée et la veille de partir, je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai pas réfléchi, quoi» et ça Tu es s'est très restée bien combien passé. de temps là-bas? Je suis restée 2 ans. 2 ans? Et ça t'a Ouais apporté quoi? et bah, déjà, ça m'a vraiment, enfin, en fait, j'étais plus, dans mes années moins de 23, donc les championnats du monde moins de 23 ans, bah, c'était terminé. C'était très fermé, les places en équipe de France, féminine de ski de fond. Il y avait pas trop de place pour les femmes à l'époque. Ça a très bien évolué d'ailleurs, je suis trop contente pour les femmes, françaises. Et je voyais que en fait, le ski de fond en France, moi, j'avais pas trop d'avenir. Je voulais faire des longues distances, donc des 50, des 75 kilomètres et on me disait: «Non, mais tu es trop jeune, faut continuer sur le schéma classique, les coupes d'Europe» et ça m'intéressait pas et du coup, bah, encore une fois, je me suis dit: «Bah, c'est l'opportunité de continuer mes études» parce que j'adorais étudier et j'ai arrivé à la fin de ma licence, à Annecy, de vraiment apprendre l'anglais, de vivre autre chose et du coup, ouais, j'y suis allée plus pour l'expérience que pour la performance. Et au final, d'avoir des méthodes d'entraînement différentes, un peu plus ludiques,
de courir pour une équipe et pas solitaire parce qu'en fait, c'est un sport, individuel le ski de fond, mais aux États-Unis, tu cours pour ton université et tu un peu comme une équipe de basket. Si tu performes bien et l'équipe, peut peut-être faire un podium, par équipe et c'est tout le monde qui est heureux donc en fait ça pousse vers le haut et ça m'a vraiment, vraiment reboosté, mis une certaine pression aussi. Parce que, si tu fais une mauvaise course, ça n'engage pas que toi, ça engage toute l'équipe et puis, vu la bourse que j'avais, en fait, je me sentais redevable. Mais voilà. Et la bourse que tu avais, c'est-à-dire que tu étais rémunéré aussi? C'est comme ça que ça marche aux États-Unis? C'est des montants, pour Ouais, passer les 2 années? Ouais, c'est ça? c'était des très, très gros montants. Enfin, moi, j'avais, 110 000 $ quand même à 23 ans, par an. Bon, le semestre en coûtait 45 000 donc en fait, je gagnais pas d'argent, hein, mais en fait, quand tu vois le chiffre tomber sur ton compte en banque, tu as vite le syndrome de l'imposteur quand même. Et quel type d'études tu faisais? Parce que tu as la partie sportive, mais tu as la partie études aussi aux États-Unis. Ouais, j'ai fait l'équivalent d'un master en c'est l'équivalent de Sciences Po en France, ça s'appelle, communication publique et économie appliquée et j'ai fait donc un double diplôme avec un mineur en nutrition. D'accord, OK. Athlète et une tête bien faite. Bravo Iris! Ouais, ça va, c'était quand même pas violent. Là, j'ai passé quelques heures, jusqu'à 3 heures du matin à pleurer, à la bibliothèque universitaire à me dire: «Mais j'y arrive déjà pas en français, comment je vais y arriver en anglais?» Puis la 1re année, en plus, j'écrivais mon mémoire pour l'université en France. Donc c'était un peu sport, mais c'est passé. J'ai bien appris à prendre des raccourcis. Ça, je suis devenue très forte très vite là-dedans. Dire comment en faire le minimum pour passer tout juste, mais que ça passe. Ça, c'est de l'optimisation. C'est très Ouais, intéressant comme ouais, stratégie. ouais. Ça m'a pas pris longtemps à me dire: «OK, minimum d'efforts, maximum de résultats, allons-y». Ouais. Exactement, je connais. Et donc quand tu quittes les États-Unis ensuite, tu reviens en France un certain temps avant de partir en Australie? Je devais rejoindre mon frère, en Nouvelle-Zélande parce que lui, il travaillait là-bas, dans le parachutisme et ça s'est pas fait. Et j'ai rencontré un mec qui travaillait en Alaska et il était, au même endroit que moi à ce moment-là aux US. Il était australien et il m'a dit: «Ah mais je connais un truc, il cherche des moniteurs de ski», et en fait en 4 jours ça a été fait quoi. J'ai, postulé pour un visa, je l'ai eu le lendemain et j'avais un appart, un copain, un travail au black mais un travail et d'un coup, j'ai tout quitté, je suis partie en Australie parce qu'aux US, je voulais rester, j'arrivais pas à avoir de visa de travail et donc je me suis dit: «Je vais partir, travailler 3 mois, puis après je voyagerai en Australie pendant 1 an» parce que ça a toujours été mon rêve et puis on verra après et en fait, je suis passée de monitrice à entraîneur de l'équipe nationale et après ils m'ont embauchée. Non, pas la 1re année, du coup, je suis partie pour les JO à Pyeongchang, faire la pop-pom girl et voyager en Asie pendant 4 mois avant de retourner en Australie et après du coup, ils m'ont peu j'avais un poste à l'année en fait, mais je faisais 6 mois avec eux en Australie et 6 mois avec eux en Europe. 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, donc j'ai fait ça un temps. Puis, il y a eu le Et là, covid. c'était l'équipe nationale de ski de fond, c'est ça? Ouais, je m'occupais des juniors. C'est ça? OK. Ouais, Des juniors, OK. ouais, je m'occupais donc, des petits, enfin des petits, des ados. Mais comment tu te retrouves là, Iris, en fait? Genre à chaque fois que C'est tu te, bonne question. à chaque fois, j'ai l'impression que ça tombe du ciel, en fait. C'est ça qui est incroyable. Ah mais Comment tu te ma vie est une imposture, hein, j'ai l'impression, je sais pas. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, Mais mais tu peux le si tu dire, veux, hein, j'en suis consciente, hein, non, mais que j'ai tu pas as de diplôme d'entraîneur. tu passé tu eu des diplômes, pour entraîner à haut niveau sur cette activité-là. Non, ouais. Tu as tapé à des portes pour évoluer et pour être coach, dans le ski de fond. Tu as fait parler ton expertise, tu as fait je sais pas Non, comment ça je se pense passe que tout c'est ça? des bonnes rencontres et après, en fait, au début, j'étais monitrice en Australie et j'ai commencé à faire des cours, vraiment pour le haut niveau, comme monitrice, mais pour les gars qui étaient à la fédé me demandaient en perfectionnement technique et après, ils me disaient: «Ah, il y a une course ce week-end, tu veux pas me faire un plan d'entraînement?» Donc je leur faisais un plan d'entraînement et compagnie. J'avais une douzaine d'athlètes et sur les 12, je crois qu'il y en a 9 qui ont été sélectionnés en équipe nationale.
mais qui me payaient en privé pour, les entraîner parce que, ils aimaient pas trop l'entraîneur, de l'équipe et qu'il y avait pas forcément un gros soutien et du coup la fédé, ils m'ont dit: «Bon bah ça sert à rien qu'il y ait 9 de nos athlètes sur 11, qui te payent en privé, en fait on t'embauche et comme ça tu gères, tu les gères vraiment quoi» et voilà. OK. Et dans l'Australie, ça a duré 4 ans? Non? Je me trompe Ouais, peut-être? à peu près, ouais. Ouais, Ouais. 4 ans? Et ensuite en retour, retour au bercail. Voilà donc covid, bloquée à la maison. Donc là, j'ai retrouvé mon frère jumeau que j'avais pas vu depuis 5 ans. Mes petites sœurs, j'en avais une en Russie, une au Canada. Mon frère, il était au Mexique à l'époque et on est tous rentrés se confiner chez mes parents et on a passé des super moments. C'était trop bien le confinement. Ouais, c'était la fête, hein. On faisait des ventres glisses dans le jardin, on a appris le parapente dans le champ des vaches, c'était trop cool. Génial. Et moi, je pensais qu'en fait, le confinement allait durer 2 semaines et que j'allais retourner en Australie. Sauf que l'Australie, vu que c'est une île, pays hyper fermé, impossible d'y retourner. Je savais pas trop eux quand enfin en fait on savait que la coupe du monde allait pouvoir se passer, c'est l'hiver d'après, mais les juniors c'était un peu flou. Entre-temps, bah, je travaillais à Genève, pour Decathlon, j'étais chef des ventes là-bas. Donc, dans un bureau, je faisais des grosses heures, je prenais l'autoroute tous les jours, ça me faisait chier. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «Ah tu vu les Anglais, ils cherchent un coach et tout», et puis au bout de la quatrième personne qui m'envoie l'offre d'emploi, je me dis: «Bon je vais appeler le président de la fédé anglaise». Et je l'appelle, je lui dis: «Mec, je t'appelle, mais en fait, je suis pas sûre de vouloir le poste, j'ai déjà un travail, puis, je suis embauchée, enfin moi je veux retourner en Australie, dès que possible, mais ça sera pas cet hiver». Elle me dit: «Ah bah écoute, fais, juste, de novembre à avril avec nous, tu travailleras en partie pour les militaires, en partie pour le civil, sur l'IBU Cup et puis, nous enfin à la fin de l'hiver, on te libère et tu retournes avec les Australiens». J'étais: «Ah ouais, bah trop cool» et en fait, je suis pas retournée avec les Australiens. Je suis restée OK. avec eux. Et maintenant ça fait 4 ans? Ça 5 ans. Depuis le Bah, covid j'ai à peu attaqué près, ouais? ouais, non, 4 ans, ça fait, bah, de ouais, c'était la non, c'était pas si 5 ans. C'était l'année avant les JO, c'était nous, dans ces sports, on compte en cycle olympique. OK. Et tu te considères, comme quoi du coup désormais? Tu coach, c'est ton activité première professionnelle? Tu te considères comme athlète, scout, de skyrunning élite? Bah, je pense que pendant longtemps, j'étais surtout coach parce que je travaillais à l'année avec les Anglais. L'été, je faisais 2-3 compètes, j'étais sur les Golden Trail. Parce qu'il y a les Golden que j'aimerais les remercier parce qu'ils ont vraiment lancé ma carrière quand même. Heu Et donc je faisais un peu les golden et puis j'entraînais quand même beaucoup. J'étais souvent en déplacement pour les stages avec les Anglais. Puis j'ai fait de moins en moins de stages l'été. Depuis 1 an et demi, je travaille plus l'été à part en ligne et du coup, ben, la tendance est en train de s'inverser, en fait. Je suis de moins en moins entraîneur et de plus en plus athlète. Et avant, bah, j'avais des contrats matériels. Maintenant, je commence à avoir des contrats financiers. Depuis, 3 mois, j'ai pris un agent qui gère ça parce que de une, je sais pas me vendre et de 2, ça me fait chier donc quelqu'un s'en charge pour moi et c'est très bien. Pour être très honnête et ouais, je vois que la tendance, elle s'inverse carrément et en fait, mais à chaque fois je me dis: «Mais ça va pas durer, c'est impossible que ça continue comme ça, j'ai atteint le pic» et puis, Et bah, toujours non. plus. Bah, ouais, bah, ça puis c'est peut-être quand je vais vouloir plus que ça va s'arrêter au final, hein, je donc c'est pour ça que j'essaye de me dire: «Non, mais n'en demande pas trop parce que tu vas être déçu». Mais pour le Et moment, ça c'est cool. la Grande-Bretagne, c'est comment ça fonctionne? C'est des contrats à durée indéterminée que tu as et tu peux mettre un terme quand tu veux ou non? Ils te font des contrats à la saison à chaque fois en tant qu'entraîneur? Comment ça Bah, fonctionne? non, j'ai attaqué, vraiment, tu nous factures les jours que tu fais Ah voilà, c'est comme ça que ça et va? OK. ouais, donc en fait, j'ai pas de contrat. Pas de contrat, pas de diplôme. Je te dis, ma vie est une arnaque, hein. Ça me fait penser à une chose d'ailleurs, Iris. Quand on te voit, on a du mal à s'imaginer, te faire des entraînements stricts, avoir des programmes, nutritionnels, être très carré parce que finalement quand on te voit, quand on discute et même quand on te suit sur les réseaux, on a l'impression que c'est tout l'inverse. La fille cool qui en a rien à faire un peu de tout, mais tout fonctionne en fait, tout marche, tout ce que tu entreprends et autres. Mais
comment tu progresses? Comment tu fais pour, finalement, être aussi forte dans ta pratique aujourd'hui et autres? C'est quelque chose vraiment qui m'interpelle. Je fais semblant, c'est la clé. Je fais semblant de savoir ce que je fais et puis tout Je le monde coupe me durant croit. les courses, c'est ça, hein? Ouais, bah, les courses, je prends des raccourcis, je fais comme la chinoise sur la TDS, je prends la voiture. Personne s'en est encore rendu compte. Non, beh, je pense que je dédramatise pas mal et qu'en fait, je montre, quand c'est drôle et que tout va bien, mais quand ça va pas, j'ai une grosse tendance à le cacher et bon après c'est rare que ça aille pas, hein, mais voilà et puis en fait, les gens ils voient, quand je fais des bêtises, tu vois? Mais ben, hier, il a plu toute la journée, je suis sortie courir 5 heures de temps, bah, c'est ni sur Strava, ni sur les réseaux sociaux, puis, bah, il y avait personne sur les chemins, donc personne m'a vue, quoi. Et puis hier, bah, hier soir, j'étais au resto avec mes copains, bah, là, il y a tout le Grand Bornand qui passait au bar, ils ont tous vu que j'étais en train de boire de la bière, quoi, mais ils ont pas vu que le reste de la journée, je me bougeais le cul toute seule, à faire l'autiste sous la pluie. Et c'est quoi? C'est une image que tu veux donner ou tu veux pas paraître trop professionnel? Il y a quelque chose derrière ou non? Tu es comme ça? Non, c'est que je pense que, je préfère partager quand ça va bien parce que c'est assez bah, ça me plaît, tu vois, d'apporter de la joie et de la bonne humeur aux gens. Puis quand ça va pas, ben, en fait, de parler de mes soucis, j'ai l'impression que ça les amplifie. Tu vois que si on me dit: «Ah, ça a pas l'air d'aller et tout», «Ouais, ça va pas trop», bah, puis en fait, tu t'enterres, quoi. Alors que si tu dis: «Non, non, t'inquiète, ça va» et que tu règles toi en interne ou avec les personnes très proches, quand tu as besoin de parler et ben, en fait, ça fait dédramatiser et puis tu prends le positif de ce que les gens ont à t'amener, quoi. Mais tu en parles quand même quand tu as des difficultés ou que ça va pas trop, tu en parles quand même à tes proches, à ton conjoint, à la famille et autres malgré Ouais, j'ai du mal quand même. Mais oui, oui, un petit peu, mais faut que ça aille pas bien, quoi. tu un si tu avais non un préparateur mental, un coach mental, tu as pas? Alors j'ai, Anne qui est régulatrice émotionnelle. En fait, elle, j'ai pris contact avec elle parce que j'avais la phobie de tu vas te foutre de ma gueule, de doubler les camions sur l'autoroute et c'est une nana que j'ai rencontrée dans mon club, d'athlétisme et je savais qu'elle enlevait les peurs aux gens. C'est un peu comme de l'hypnose, mais pas vraiment. Et je lui ai dit: «Tu veux pas m'enlever, ma peur de doubler les camions sur l'autoroute parce que c'est hyper dangereux, je me mets à doubler les camions, puis je freine et du coup je me fais peur» et donc on a commencé à travailler là-dessus. Puis après on a travaillé sur 2-3 petits autres trucs et j'ai compris, son fonctionnement, j'ai vraiment accroché et après j'ai eu 2-3 épreuves un peu à surmonter de la vie comme tout le monde, hein et je lui ai demandé un peu de l'aide parce que, bah, aussi des fois c'est plus facile de s'ouvrir à quelqu'un qui fait pas partie de ton quotidien, parce qu'il a un regard neutre et externe et donc elle m'a aidée là-dessus et après elle a commencé à m'aider dans le sport et donc je fais des séances de temps en temps avec elle, mais tu vois, là, ça fait 2 mois que j'ai pas travaillé avec elle et ça va. Mais s'il y a besoin, je sais qu'elle est là et j'ai appris à me réguler mes émotions moi-même, ce qui est pas tout j'y arrive pas encore tout à fait, mais ça m'aide déjà bien et voilà. Et tu la vois quand ça ne va pas ou tu la vois également quand tu as ce besoin exemple de préparer une course? Quelques semaines avant une course, tu te dis: «Tiens, ce serait bien peut-être de faire 2-3 séances pour me mettre, finalement dans mon mode». Non, je la vois que quand ça va pas, mais déjà, il faut que D'accord. j'accepte que ça aille pas et ça, chez moi, c'est compliqué de me dire: «Là, ça va pas» et au final, elle m'aide plus, sur enfin, bah, tu vois, quand je te parlais des décès, quand il y a eu, le décès que j'ai connu ce printemps, qui en plus elle le connaissait parce que je les avais mis en relation les 2 une semaine avant. Je l'ai appelé, je lui ai dit: «Bah, écoute, enfin, on est en train d'aller récupérer un cadavre au bas du pont de la Caille, enfin, je suis pas bien, quoi» et donc là, elle m'a aidée et elle m'aide sur des blocages, en fait, psychologiques en course. Enfin, j'ai pas mal de barrières mentales et elle m'aide là-dessus. C'est pas, le classique, fixer des objectifs, définir son pourquoi, tout ça, non, c'est vraiment là, j'ai une barrière mentale, par rapport à cet événement où j'arrive pas à gérer la pression par rapport aux médias ou aux sponsors, comment et là-dessus, elle débloque le truc, en fait. Quel type de blocage tu peux avoir en course? En sachant que tu es toujours devant? Bah, justement, des fois de
Le blocage de: «Putain, ça y est, c'est parti, je panique. Bah, vas-y, on y va» et puis en fait, je pars beaucoup trop vite et accepter de: «OK, non, panique pas, c'est pas grave si tu es pas devant direct». Ou, des blocages, si j'arrive pas, 1 en haut et bah, je sais que la descente, je perds souvent du temps et bah, accepter qu'en fait, bah, c'est pas grave, ouais, ce genre de choses. OK. Et donc là, on parle d'un point de vue mental, tes entraînements. Tu m'as pas dit d'ailleurs si c'était structuré ou pas? Tu m'as parlé d'aller courir 5 heures, de ne pas trop le montrer. Tu suis un programme d'entraînement ou c'est quand même malgré tout comme précédemment, comme dans ta jeunesse, un peu au feeling? Et ben, pendant longtemps, ça a été au feeling et là, j'ai un entraîneur, ça doit faire, 2 ans et demi que je suis avec lui et il me fait des programmes, mais j'adapte beaucoup et ce qu'il y a, c'est qu'il sait que je me connais bien et il sait aussi qu'il faut me les lâcher du lest, quoi. Moi, un truc, trop structuré, ça marche pas, donc je sais que j'ai des séances clés, j'essaye de les respecter. Là, il est en vacances, heu et au final, cette semaine, j'ai calé un Mont Blanc et une arête des Cosmiques et je lui ai dit: «Mec, en fait, je décale tout et puis je vais faire le Mont Blanc et l'arête des Cosmiques». Ce qui est pas du tout, propice à l'entraînement, en cette période à 2 semaines, de la finale de la coupe du monde de skyrunning, mais j'avais envie d'y aller et je savais que même si c'est pas le la chose idéale sur le papier, mentalement, je voulais faire ça et il a fait: «Bah, ouais, fais ta vie, enfin, de toute façon, te il sait que me dire non, ça va pas marcher. Ouais. Ça va du coup, ça va me faire chier d'aller m'entraîner, heu, ça va me frustrer, je vais pou donc en fait, des fois, je fais des trucs qui sont complètement contraires à même moi, ce que je dirais de faire à mes athlètes. Mais je sais que mentalement, au moins, quand je vais retourner à l'entraînement le lendemain, je vais me dire: «Bon, bah, hier, tu as profité, tu es allé faire un Mont Blanc. Par contre, aujourd'hui, tu fais ta séance intense, puis demain, tu iras faire les cosmiques» Besoin. et OK. ouais. Et d'un point de vue, nutrition, tu fais attention à ce que tu manges? Bah, pareil, je reste, très souple et bah, je suis quelqu'un qui a quand même du mal à s'alimenter. Je suis pas J'ai un peu mes périodes et je mange beaucoup quand je suis au resto avec les copains et que tout le monde mange, bah, je mange et si je suis toute seule, j'ai vite tendance à oublier de manger. Donc j'essaye quand même de me forcer à manger, enfin, c'est personne le croit, mais j'aime pas les pâtes. J'aime bien les pâtes, ça me fait chier de manger des pâtes. Je mange une Mmh. salade, je suis heureuse, tu vois? Force vraiment à manger plus, mais je me prive pas du tout. Si, Sachant que par le passé, tu avais eu des petits problèmes avec, l'alimentation en général. ouais, j'ai eu des petits problèmes. Après, ça a jamais vraiment été diagnostiqué, j'ai jamais été suivie. C'est dur aussi quand c'est sur les autres, des fois, c'est facile de s'en rendre compte. Sur soi-même, sur le moment, c'est dur et avec le recul, je me dis: «Ah ouais, quand même, j'ai eu des périodes où vraiment, je mangeais pas, mais voilà, donc j'essaye d'y faire gaffe et surtout manger, en fait, à l'entraînement et autour des entraînements et bah, après, je me prive pas du tout. Si je vais traînasser, en ville avec mes copains, j'ai envie d'une glace, je me pose pas la question de combien il y a de calories dans ma glace, quoi. Mais en plus, j'ai la chance de pas être, j'aime pas forcément beaucoup, picoler, donc déjà ça aide et ouais, les bonbons, le sucre et tout, ça me fait pas plus envie que ça. Donc en fait, c'est facile de manger sainement. Enfin, vraiment, quand je dis que j'aime la salade et les légumes, c'est foncièrement, j'aime la salade, quoi. Ça paraît, super, ennuyeux, Non, ça mais paraît après, pas ennuyeux, ça, c'est tout à ça peut être normal, hein. Et la viande? voilà. Et Fait non, partie de ton alimentation? je mange pas de viande depuis plus de 10 ans, mais par, conviction écologique, Conviction écologique, OK, à la base et maintenant je la digère plus, mais là, je suis en train d'essayer de me remettre à en manger, mais petit à petit parce que ça a du mal à passer. d'accord. Hem J'aimerais qu'on parle un peu de tes performances parce qu'il y a eu la MCC à l'UTMB sur, 2 années où, tu fais première et troisième si je me trompe pas. Il y a eu tes résultats sur le circuit de skyrunning où tu étais pas loin de gagner à l'approche de la finale à chaque fois. Est-ce que tu as, aujourd'hui tu es là où tu as envie d'être? Ou est-ce que tu as envie d'être encore Non, je pense que c'est déjà un scandale que j'en sois là, donc je vais pas me plaindre. Après, bah, les athlètes, on n'est jamais satisfait, on veut toujours gagner, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait du sport, pour le dépassement, pour, cette quête d'amélioration, mais surtout amélioration par rapport à moi-même, tu vois? Je me rends compte aussi que
le niveau évolue à une vitesse folle, qu'il y a des petites jeunes qui arrivent, qui sont ultra professionnalisées, qui sont vraiment dans un schéma, de haut niveau, et que, bah, les places vont être de plus en plus dures et ça, je l'accepte. Mais, d'un autre côté, j'ai pas envie d'aller faire des tours de piste sur un stade d'athlétisme, même si ça me ferait sûrement passer un cap. Donc, je suis quand même vraiment contente de là où j'en suis et tout le chemin parcouru. C'est clair que j'ai fait des erreurs, j'aurais pu faire mieux. Avec le recul et l'expérience, bah, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment. Mais bon aussi, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, quoi. Et non, non, je suis assez contente quand même. Un peu. Et les prochains objectifs, c'est quoi? Bah, là, je suis 3e du général, du coup, sur la coupe du monde de skyrunning. La finale est dans 2 semaines. Bah, ça va être de faire une belle course. Le classement général sera, ce qu'il sera, on verra. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de frustration les autres années où je suis arrivée 2 années de suite en tête à la finale. Bah, il y a une année où au travail, je me luxe l'épaule, 2 semaines avant et il y avait des passages sur corde et compagnie et j'ai couru, avec le bras, dans une attelle. Donc c'était un peu compliqué. Et l'année d'avant, j'étais en tête et je me suis fait piquer par une abeille et je suis allergique. Et donc, méga réaction allergique, enfin vraiment, pas drôle. Donc, j'ai serré les dents, c'était l'enfer et j'ai tout perdu ce jour-là aussi. Donc là, je me dis: «Ouais, au moins j'arrive pas en tête, j'ai moins de pression. 3e, c'est cool. Si je perds le podium, bon, bah, c'est dommage, mais c'est pas le bout du monde parce que j'aurais pas pensé être 3e, vu mon début de saison catastrophique et et puis si je fais très bien, bah, c'est que du bonus. Donc je vais profiter. En plus, je pense que c'est ma dernière année sur circuit, donc j'ai vraiment envie de me faire plaisir sur cette dernière course. C'est un format un peu plus long, ce qui me correspond bien. J'ai juste pas envie d'avoir mal aux pieds parce que je galère avec ça cette année, j'ai vraiment des soucis aux pieds. Mais voilà. Et après, de toute façon, je vais faire une grosse coupure de la course à pied en tant que telle, mais du monde de la course à pied parce que je vais retourner au travail. Je serai plus du tout athlète, tout le monde s'en fout de mes performances. Je vais couper, réseaux sociaux et compagnie et me focaliser sur mes athlètes en biathlon et je pense que ça va me faire du bien et on verra après, les envies qui vont venir, quand je reprendrai. Mais ça sera pas sur ce circuit. D'accord, OK. Tu te laisses le temps ensuite. Et donc tu nous as parlé d'Anne, pour t'accompagner sur l'aspect, psychologique. Nutrition, bon, j'ai compris qu'il y avait pas trop d'accompagnement à ce niveau-là. Ensuite, qui y a à côté de toi finalement dans ton staff? Est-ce qu'on est sur, des personnes de la team Scott ou non, c'est, de ton côté, tu as des personnes qui t'aident? Tu as parlé d'un agent aussi tout à l'heure? Bah, il y a Diego, mon entraîneur, que je ne Mmh. vois quasiment jamais et on se parle via, fichier Excel, voilà. Et mon carnet d'entraînement est un journal intime, donc il connaît toute mon intimité et moi je connais rien de lui, ça fait bizarre. Et c'est la seule personne qui sait, tout ce que je fais de mes journées et mon ressenti. Après, mes entraînements, j'en parle, bah, quasiment à personne, ouais. Même pas à enfin, ouais, j'en parle pas, en fait. Mais je ressens pas le besoin d'en parler. Après, il y a mon agent Vincent qui était le manager chez Snow Leader, qui est un de mes partenaires et il a quitté l'entreprise et en fait, j'ai voulu continuer à travailler avec lui. Donc il m'accompagne un peu sur la gestion de projets, sur les projets que j'ai de records et compagnie à venir et sur la gestion de mes partenaires. Après, il y a le manager de Scott qui est quand même mon sponsor principal. Il y a les gens qui gèrent les autres sponsors secondaires, donc NutriPure, Lagolite, Sunto, mais ça, je suis moins proche et je me sens redevable, mais j'ai encore du mal à vraiment le donner autant de prendre le temps de donner autant de news et d'aller les voir autant qu'eux le souhaiteraient, je pense. Mais bon, voilà. Mmh. Et après, bah, il y a mon conjoint, si ouais, ça fait bizarre de l'appeler conjoint, mon copain, Clément, et mon frère, mes sœurs, mes parents, puis mes copains. Et c'est surtout des copains en dehors du monde de la course à pied. J'en ai, hein, j'ai Elise, Hilary, c'est des très bonnes copines, mais très, très proches, c'est plus, des amis d'enfance, les copains ouais, de par là.
généralement un lien avec le monde de l'outdoor. Ouais, ils sont tous un peu sportifs, mais il y en a aucun qui me parle de course à pied, quoi. Enfin, tu vois, là, hier, on était au resto, il y en a pas un qui m'a demandé, quand est la prochaine course, quoi. Et ça me va très bien. OK. Et quelles sont tes sources de revenus alors aujourd'hui? Bah, mon travail quand même, donc avec, les Anglais. Puis, ben, le sponsoring, c'est vrai que, ben, maintenant Scott m'aide financièrement quand même, bien et que, bah, dans le trail, on est de plus en plus à arriver à en vivre, enfin, ou à en vivoter. Donc, bah, ça, j'en suis ultra reconnaissante. Des fois, je me dis que je le mérite pas parce que, enfin, j'ai du mal à assimiler que c'est un vrai travail et ouais, ça me permet quand même de libérer tous mes étés et peut-être dans le futur un peu plus et ouais, donc il y a Scott et puis les partenaires secondaires, quoi. Donc NutriPure, Lago, Regentech, Snow Leader. On vit bien quand on est athlète, je sais pas si je peux dire élite ou professionnel ou les 2. Tu un peu des 2 finalement. Ouais, bah, je pense que ça dépend qui, parce qu'il y en a qui savent très bien en fait, c'est maintenant le ta communication va être plus importante que tes performances, ça on l'a vu. D'en vivre sur des formats assez courts, c'est plus compliqué que si tu performes en faisant de l'ultra et pourtant je pense que c'est beaucoup plus facile de faire des podiums en ultra parce qu'il y a beaucoup moins de densité. Mais oui, enfin moi je trouve que j'en vis bien. Après il y a beaucoup d'athlètes qui disent que c'est dur, que c'est des sacrifices, enfin mais bon entre ça ou aller travailler à l'usine, enfin franchement on est quand même pas à plaindre. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais et oui, je pense qu'il y a certains athlètes qui commencent à très, très bien gagner leur vie. Mais voilà, moi j'ai la entre guillemets «la chance», je sais pas, oui, enfin d'avoir des copains dans d'autres sports où bah, il y a certains sports comme le biathlon que je coach, les athlètes anglais, ils ont pas la chance que j'ai, donc je me sens ultra chanceuse. Puis j'ai d'autres copains qui vont faire, 2 films de ski par an et qui vont gagner des montants astronomiques et je me dis: «Punaise, moi je me fais rouler vu tout l'entraînement que ça requiert, et ce qu'on a financièrement, en comparaison, par rapport à l'investissement, c'est quand même pas beaucoup». Mais bon, c'est mon choix, hein. Enfin, c'est quelque chose que j'aime et d'arriver à être rémunérée pour faire ce que j'aime, c'est une chance inouïe donc tout ce qui est pris, enfin, c'est du bonus, quoi. Parce que la plupart des gens, il faut pas oublier qu'ils rêveraient d'avoir ce que j'ai et en plus de ça, ils travaillent et ils payent pour, acheter des baskets et les dossards et tout ça, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait, ouais. Et si tu n'avais pas été athlète, tu aurais fait quoi de ta vie? Si j'aurais pas bah, j'ai toujours voulu faire un métier qui me permettait de voyager. Donc passé un temps, je m'étais dit: «Bah, qu'est-ce que» enfin, quand j'étais ado, je voulais être bergère. Je voulais vivre en montagne avec, des chèvres et des moutons et ça, j'ai laissé tomber. Heu, ouais, je pense que j'aurais trouvé un métier je voulais faire dans l'événementiel, en fait, pour, bah, aller sur des événements, que ça me permette de voyager, faire rencontrer des gens, des cultures, et au final, bah, c'est un peu ce que je fais, sauf que je suis vraiment au cœur des événements en tant qu'athlète et pas en tant que marketing ou je ne sais quoi. Ouais, c'est vrai que tu parles beaucoup de voyages, hein. Tu as ce souhait de voyager, mais en même temps, est-ce qu'on Bah, considère j'avais que c'est des voyages, ce que tu fais parce que tu es souvent sur des événements, tu cours ou tu coach, tu repars à la maison, je sais, ouais. je pense pas que tu aies le temps de visiter grand chose des pays. C'est pas un manque à ça aussi? Bah, en fait, quand j'étais aux US et en Australie, vraiment, je voyageais parce que j'avais, mon pied-à-terre, j'avais des jours de congé où vraiment je prof et là, c'était vraiment bien et heu et en fait, c'est vrai que là, j'en ai marre de voyager et c'est pour ça aussi que je veux arrêter le circuit skyrunning parce que, ben, là, 10 jours, j'étais en Irlande, je suis partie 5 jours en Irlande, enfin, j'ai fait ma course, j'ai visité Dublin, pendant 2 jours, puis je suis rentrée, quoi, mais j'ai pas vécu l'Irlande, vraiment. Et j'étais quand même focus, sur ma course et ça, je commence à avoir fait le tour et genre, ça fatigue quand même de, bah, tous les soucis de bah, justement l'Irlande, j'ai eu 3 avions annulés sur 3 quoi et tu passes du temps dans les transports et j'aimerais en fait faire, plus des courses, mais où je vais plus rester dans les pays ou même, si c'est pas forcément loin, hein, plus prendre le temps de voir ce que l'endroit a à offrir et en fait, j'aime trop je me rends compte que bah, ouais, j'ai quand même beaucoup voyagé, mais là où je me sens le mieux, c'est à la maison et j'ai de plus en plus du mal à repartir.
OK. Donc finalement, ton année 2026, elle risque d'être un peu différente, avec des objectifs différents, avec des courses différentes, Ouais, une nouvelle Iris, quoi. C'est bien. voilà. Et puis, en fait, faire un circuit, c'est des courses que tu vas pas forcément choisir. Tu vas y aller parce que il faut faire une course en plus, il faut faire des points. Mais la course, tu l'aurais pas forcément choisie pour, la technicité ou l'endroit ou compagnie, mais tu vas y aller parce que, elle est là-bas. Là, j'ai vraiment envie d'y aller avec des convictions. C'est ce qui m'a manqué cette année, je pense, de me dire: «OK, je vais là-bas parce que ça me fait rêver et que moi, j'ai envie de courir cette course, pas je me sens un peu obligée, quoi». Ah, je Après, comprends tout à fait. les sponsors, le circuit m'a jamais forcée à rien, hein, mais c'est aussi une pression que je me mets toute seule sur moi-même, mais j'ai envie de faire un pas en arrière là-dessus. Et comment tu conjugues ta vie personnelle et le sport de haut niveau? Tu en tiens compte de ta vie personnelle, de voir tes proches, et autres dans ton calendrier, dans tes souhaits, dans tes déplacements, dans ton métier? Ouais, bah, c'est ce qui me donne aussi envie d'arrêter un peu, parce que c'est du enfin, en fait, l'été, je suis là, mais je suis tout le temps en déplacement à droite à gauche. Et l'hiver, je suis pas là du tout et ça commence à être, un peu pesant. Je le vis encore bien et je pense que j'ai de la chance et que si je le fais pas maintenant, c'est pas dans 10 ans que je le ferai, mais oui, je sens que je commence à arriver au bout et que ça me manque de plus en plus de pas profiter de mes proches et que, ouais, des fois, j'ai l'impression de pas être assez présente pour ceux que j'aime, quoi. Comment tu envisages ton avenir personnel? Des envies de famille, des envies d'enfants, c'est quoi l'avenir Bon, d'Iris? ouais, bah, alors ça, c'est pas facile comme question et même moi, je suis un peu perdue à ce sujet. J'ai un peu tendance à fermer les yeux, mais aussi j'essaye de les ouvrir et me dire: «Iris, tu as quand même 33 ans». Et c'est vrai que moi j'ai toujours voulu des jumeaux et Oui, tu et là m'étonnes. je suis mal partie. Enfin là, je suis belle-mère et j'en ai un qui a je crois qu'il a pas du tout envie d'avoir des enfants. Donc bon, bah, on avance, mais ouais, je repousse la question le plus longtemps possible. Et ouais, je sais que enfin, je pense quand même avoir ça en moi, quoi. Mais j'ai eu une période où vraiment c'était très présent comme question et là je me dis: «Bah, si ça vient, je serai contente, puis si ça vient pas, bah, on verra». Et est-ce que tu te poses cette question-là par rapport à ton activité sportive? Ah bah, Est-ce que par tu te contre, dis pas: «Si, je tombe enceinte, ça peut avoir un impact sur ma carrière et autres»? ouais, mais alors ça, c'est pas du tout un frein parce qu'en fait, je pense que si je tombe enceinte et que ça veut dire que je dois arrêter soit complètement, soit pendant 1 an le sport, ça me dérangera pas du tout. J'aurais pas de mal avec ça. Ouais et en fait, j'ai énormément de respect pour les mamans, athlètes, mais je suis pas sûre que ça me fasse rêver moi. Enfin, tu vois, les jeunes femmes qui ont 1-2 enfants et qui continuent à faire des déplacements, des courses, performer sans tr enfin, j'ai du respect, je trouve ça beau, mais je suis pas sûre que ça me fasse rêver. Ah, je pense que c'est très compliqué aussi, hein, psychologiquement et autres. Après, tout le monde est différent, mais je pense que ça doit Ouais. être compliqué aussi de se séparer, de ses proches, de ses enfants quand tu as des compétitions et autres. Et d'ailleurs, Mmh. on voit certaines personnes, bah, que tu connais sans doute bien qui arrêtent, hein, à cause de ça, en partie, lié à ça. Ouais et je pense qu'on met beaucoup l'accent sur, les mamans sportives, mais pas assez sur les papas. Parce que je comprends pas pourquoi est-ce que ce serait plus facile en tant que c'est sûr en tant que femme, bah, revenir à l'entraînement, il y a une période d'arrêt, puis hormonalement, c'est compliqué après les enfants. Mais je pense que c'est pas plus forcément facile pour un père d'être absent qu'une mère. Je pense aussi, oui, oui, Ouais j'en et atteste. ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Quelques petites questions pour terminer assez brièvement, Iris. De quoi tu es fière? Pouah, c'est une bonne question ça. Bah, je pense que je suis fière d'être assez heureuse. Tu vois, beh, je pense que tout le monde, on a nos casseroles, on a nos choses qu'on aimerait changer dans nos vies, nos insécurités. Et je pense que je suis assez fière de souvent voir le positif et ce qui est bien plutôt que me focaliser sur le négatif. Est-ce que tu as des regrets? Bah, des petits regrets, mais non, parce que je pense qu'il y a des choses, on se dit: «Si j'avais fait ça, ça aurait été mieux», mais en fait, on n'en sait rien. Et qu'il y a des fois, bah, il y a eu des erreurs de parcours, des chemins que des opportunités que j'ai pas prises. Mais au final, je serais pas là et et pareil, les regrets, en fait, bah, je préfère ne pas y penser. Quelle est ta plus grande peur, en dehors de doubler un camion sur l'autoroute? En dehors de bah, ouais, trop profiter maintenant, pas assez planifier le futur et puis quand tout va s'arrêter, je vais me dire: «Ah» et qu'en fait, je bah, que là, j'ai l'impression de vivre un peu
ce que la vie a de mieux à m'apporter et qu'après ça soit pas aussi bien que maintenant et que du coup je me sente insatisfaite plus tard. Que pensent tes proches de toi et de ton parcours? Bah, je sais que ma famille, ils pensent que je brasse de l'air, que je me repose jamais, que pareil, qu'en fait, il y a un jour, ça va s'arrêter, je vais me blesser ou je vais plus et puis en fait, je saurai plus quoi faire et ça va être la déprime. Oui, ils sont quand même inquiets pour toi. OK. Ouais, un petit peu, je pense. Tu plutôt bar ou canapé? Bar ou canapé? Eh bah, alors je suis très extrême. Ça va être, extrêmement canapé, je veux voir personne, laissez-moi toute seule, je veux m'enfermer et pendant 3 jours et puis par contre quand je suis au bar, pas trop de limites, quoi. C'est assez ouais, je suis quand même très, très extrémiste. D'accord. Et tu plutôt bière ou vin? Ah j'aime bien les 2 hein, mais Suze quand même. Ouais, je suis très, très Suze. Ouais, ouais, c'est à choisir, ni l'un ni l'autre, la Suze. Est-ce qu'on a une chance une fois de te voir sur l'écotrail de Paris ou sur l'ultramarin? Beh, faut jamais dire jamais. Après c'est si j'ai un truc à faire à Paris et que, j'ai rien de prévu, ce qui est rare, beh, pourquoi pas en fait pour, moi je suis ouverte à j'ai fait des marathons sur route, croyez-le ou non, parce que l'avion, D'accord, dure, alors ça je savais pas du tout, tu vois? ouais OK. j'ai fait un marathon sur route, en chaussures, de d'ultra, même pas de trail, parce que mon avion était bloqué, à Reykjavik en Islande et que le lendemain il y avait un marathon donc j'y suis allée quoi et j'ai adoré l'expérience. Je suis pas du tout pressée de recommencer mais non, non et en plus, j'adore en fait, tout faire, tu vois? J'ai un peu fait des courses de vélo, j'ai fait du triathlon. Je ouais et puis pour, passer des caps, tu vois? Un truc comme l'École Trail de Paris, se dire: «Bah, en fait, je vais me retrouver avec des gens qui travaillent beaucoup plus la vitesse que moi». Le pas technique, c'est mon gros défaut, mais en fait, bah, il faut le bosser, ça peut être bien. Après, je me focaliserai jamais, là-dessus sur comme un objectif majeur et vouloir faire une saison axée là-dessus. Mais aller sur ce genre de choses, je suis pas du tout contre, en fait. J'avais été OK. inscrite à la verticale de la Tour Eiffel et ça, j'aimerais bien le Ah faire. oui, Ouais et j'avais pas très pu y bien. aller, mais ça reste dans un coin de la pareil, si l'occasion se présente et que c'est facile, j'irai, mais je vais pas, faire des pieds et des mains, pour que ça fa pour le mettre en place. OK, bon, bah, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait envie de voir ensemble. Iris, je sais pas si tu avais des remarques particulières ou quelque chose qu'on n'ait pas abordé, qui te paraîtrait important de partager? Non, bah, comme tu le disais, tu vois, on a l'impression que je suis tout le temps, tout va bien et la vie sur les réseaux sociaux, elle est belle, mais je pense que les gens oublient souvent qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et qu'en fait, ben, les gens se feront l'image qu'ils ont envie, via les podcasts, les réseaux sociaux, mais la vraie personne, que ce soit moi ou n'importe quel athlète ou personne, autre, en fait, tant qu'on les connaît pas intimement et leur quotidien, ben, enfin, ayez pas trop un jugement rapide sur ce genre de choses parce que c'est facile de cacher, une partie de notre personnalité ou de notre quotidien, quoi et que c'est jamais aussi beau que sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, justement. Ouais. Mmh. Parce Enfin, que ouais, moi, je souhaitais qu'on puisse justement parler de toute la partie, intimité et autres des différents athlètes et montrer que ce qu'on peut voir au quotidien sur, vous concernant, bah, c'était pas nécessairement la réalité et que derrière, ben, il y avait, certaines choses qui pouvaient se cacher et qui étaient pas nécessairement très réjouissantes, voilà. ouais, ben, on a des doutes, on a des enfin, je veux dire, tout à l'heure, quand je vais aller courir sous la pluie et faire du gainage, c'est pas glamour, quoi. Mais j'ai pas besoin de le montrer, je le fais pour moi, pour mes convictions et ma carrière. Et puis quand ça va pas, pareil, on le montre pas. Et à l'inverse, il y en a qui ont besoin de l'exprimer, on est tous différents et je pense que, ben, de pas juger trop vite, c'est important quand même. OK. Bon, bah, on peut clôturer. En tout cas, Iris, moi, je te remercie. Ça fait très longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux et ça m'a toujours fait kiffer de voir, quelqu'un capable de faire, 50 activités, d'être, toujours, jovial, sur les réseaux et autres. C'était vraiment un gros plaisir et je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur les premiers enregistrements de ce podcast, en tout cas et on s'en est plutôt bien sorti niveau intempéries. Donc merci à toi, Iris et on se Merci voit très vite. et bah, au plaisir, prenez soin de vous.
Et bien voilà, l'épisode est désormais terminé. J'espère que ces confidences vous auront montré la richesse et la complexité des chemins qui mènent à l'excellence, bien au-delà des victoires. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode, avec de nouveaux invités. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un avis sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Ce sera bien utile pour moi dans le cadre de ce projet, car n'oubliez pas que ce podcast n'est pas une profession, mais qu'il est avant tout une passion.